Bonjour, je m'appelle Sylvie Fréchette et je suis porte-parole du Réseau de l'action bénévole du Québec. Saviez-vous que près de 2 millions de Québécois et de Québécoises font du bénévolat? Ces gens passionnés se distinguent auprès de leur communauté pour plusieurs raisons. Que ce soit des personnes âgées qui pratiquent le bénévolat pour rencontrer des gens et demeurer actifs, ou des jeunes en quête de champs d'intérêt qui assistent les plus démunis pour acquérir de nouvelles expériences, ou encore de nouveaux arrivants qui offrent de leur temps leur permettant de découvrir leur nouveau pays d'accueil pour mieux s'intégrer. J'ai envie de vous faire découvrir 10 organismes à Montréal qui travaillent avec des bénévoles qui donnent et ne demandent rien en retour. Ceux qui prennent à cœur le bien-être des autres et posent des actions qui font tellement bien à ceux qui les reçoivent. Vous regardez Petits gestes, grands impacts. La fin de la vie est l'une des étapes les plus troublantes et vulnérables dans l'existence de l'être humain. Plus que jamais, on a besoin qu'on nous tende la main, qu'on nous écoute. Dans cet épisode, nous rencontrons les bénévoles de la Fondation Palliami, un organisme qui permet aux bénévoles d'accompagner les malades dans l'unité de soins palliatifs au CHUM. 7 jours par semaine, ces bénévoles, dotés d'une compassion remarquable, allègent le travail des intervenants tout en offrant une écoute empathique et respectueuse aux patients. Les bénévoles de la Fondation Palliami sont souvent pour ces malades l'une des dernières personnes à croiser avant de nous quitter. Et c'est pour cette raison que ces bénévoles sont dédiés à faire l'une des unités des soins palliatifs un endroit chaleureux pour s'assurer que leurs patients passeront leurs derniers moments dans un espace plein de vie. L'écoute, c'est l'empathie, l'absence de jugement. Il y a tellement de fragilité et d'impuissance. C'est un privilège d'entrer dans l'intimité des gens à ce stade-là de leur existence. Mon nom, c'est Bianca Saya. Je travaille pour la Fondation Palliami. Je fais l'accompagnement des patients en fin de vie dans le département des soins palliatifs, l'unité de soins palliatifs. Je m'appelle Andréane Côté, je suis médecin qui a intégré l'équipe des soins palliatifs ici à l'hôpital Notre-Dame et au CHUM depuis 2011. Ce qu'il y a de particulier ici sur l'unité de soins palliatifs, c'est qu'on accueille des patients qui sont en fin de vie, en fin de maladie, dont on estime que l'espérance de vie se chiffre à peu près en semaines. Donc, c'est sûr que c'est des moments où ils vont avoir une altération de leur état général, ils vont être fatigués, ils vont avoir une diminution de l'appétit, ils vont dormir une bonne partie de leur journée, donc l'énergie ne sera pas toujours au rendez-vous. Mais ce qu'on s'assure, c'est que les moments où ils sont bien éveillés, où ils sont bien lucides, c'est qu'on s'assure que ces moments-là soient vécus à 100%, donc dans le plaisir, puis on essaie d'apporter des petits moments de joie. On s'assure que la vie est intégrée dans l'unité. Quand on commence ici, on ne va pas directement dans les chambres des patients. On se familiarise avec les lieux, on connaît les personnes, on voit les tâches. Tu sais, on arrive doucement. Donc, une fois par semaine, j'arrive ici, je viens tous les vendredis l'après-midi. La première chose que je fais, c'est prendre contact avec les autres bénévoles qui étaient là le matin. Parce qu'on a 3 quarts de travail, matin, après-midi et soir. Donc, c'est une partie importante de rencontrer les personnes qui étaient là avant toi et s'informer un peu. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier avec les patients?
Il y a des notes qu'on va se laisser. Ah, cette personne-là, elle apprécie beaucoup un café l'après-midi. Cette personne-là, elle prend un thé avec du lait, avec un sucre. N'hésitez pas d'offrir une crème glacée avec cette personne, elle apprécie beaucoup. C'est toutes sortes d'infos qui peuvent nous être utiles quand on va faire l'approche. Luc Racine est responsable des bénévoles pour l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame et puis bénévole aussi depuis 22 ans. Les gens qui voulaient devenir bénévoles en soins palliatifs, c'est des gens qui étaient déjà en cheminement. C'est pas des gens qui se levaient comme ça et qui disaient « Bon, aujourd'hui, je vais devenir bénévole en soins palliatifs ». C'est des gens qui ont derrière eux une expérience de vie, qui ont vécu des choses, qui se sont posés des questions, qui ont vécu des deuils parfois, mais pas toujours, mais qui sont en cheminement intérieur. Il y a vraiment une série de choses qui m'ont poussée à faire ces bénévolats. Je dirais que l'élément déclencheur, les premiers, a été avoir vu un film qui parlait de la mort, dans toutes ses facettes, en termes de rituels funéraires, des personnes qui font l'accompagnement en fin de vie, justement, des thérapeutes qui travaillent avec les deuils. Et il y avait des topos qui simulaient un peu la fin de vie de certaines personnes. Ce qui m'avait touchée, je crois, c'est de voir ce désespoir que cette personne ressentait dans un moment qui est parmi les plus importants d'une vie. Comment il y avait tellement de fragilité et d'impuissance. Et ça m'a touchée, tout simplement. Les qualités qu'on recherche pour les bénévoles sont multiples et sont très peu nombreuses aussi. C'est que dans le fond, ce qui importe, c'est que le bénévole comprenne son rôle. Donc, ce qu'il doit absolument faire et ce qu'il ne doit absolument pas faire. Dans ce qu'il doit faire, c'est l'écoute, c'est l'empathie, l'absence de jugement, l'ouverture, l'accueil de ce qui se passe au moment où on est en relation avec quelqu'un. C'est beaucoup demandé à un bénévole qui est toujours en action dans la société, tout à coup, pendant 4 heures par semaine, de tout laisser ça de côté et d'être dans l'être. Dans l'instant présent, dans ce qui se passe, d'accueillir ce qui se passe, c'est pas évident. Parce qu'on a toujours le goût de faire quelque chose, de régler un problème, d'intervenir, alors que le rôle du bénévole, ce qu'il ne doit absolument pas faire, c'est intervenir. On n'est pas là pour ça. Notre patient, les patients, sont entourés d'intervenants. Des médecins, des infirmières, travailleurs sociaux, psychologues, intervenants spirituels. En fait, ce sont tous des gens qui sont là pour régler des problèmes. Nous, on peut apporter quelque chose d'autre. On crée un espace où il peut se produire quelque chose. Le bénévole, souvent, c'est un créateur de possibles. Je vis ici au Québec depuis 10 ans. Donc, toute ma famille est au Brésil, à part ma mère qui habite ici. C'est-à-dire que depuis que je suis là, j'ai déjà perdu des personnes de ma famille, des tantes, un oncle. Et je me trouve complètement détachée de cette réalité qui est la mort de personnes proches. Quand ça arrive là-bas, j'ai reçu la nouvelle, mais c'est un peu difficile pour moi de sentir une connexion avec ce qui se passe parce que je ne fais pas partie de rituels, je ne suis pas là pour accompagner les personnes, ni pour partager ces moments avec eux. Donc pour moi, ça reste comme quelque chose un peu froid et détaché. C'est dur pour moi vraiment d'être habitée par cet événement. Donc travailler comme bénévole ici, c'est une façon pour moi de m'approcher de la réalité de la vie qui est la mort. C'est-à-dire casser les tabous, pour moi, qui existent autour de ça. Rendre cette expérience-là quelque chose de plus concrète et personnel. L'unité compte plus d'une 50aine de bénévoles qui sont formés, dont certains travaillent ici depuis plus de 10 ans, voire 20 ans. Donc, c'est sûr qu'ils ont une place au sein de l'équipe qui sont plus lointaines encore que plusieurs de nous comme médecins. Donc, je dirais qu'ils ont une expérience sur laquelle on peut s'appuyer. Et puis, leur travail de collaboration est intégré au jour le jour là, dans nos interventions. Puis, donc c'est des visages qu'on reconnaît de semaine en semaine, puisqu'ils ont des corps de travail qui se divisent dans la semaine. On est vraiment inclus dans l'équipe par les médecins, par les infirmiers, par les préposés. Chacun de nous, on joue un rôle ici qui est différent, complémentaire et important.
c'est important, effectivement, d'intégrer les bénévoles au sein de l'équipe. Effectivement, ils portent un signe distinctif, ils portent un sarrau blanc, mais aussi le fait qu'ils aient des moments précis durant la semaine où ils ont un quart de travail, ça rend justice à leur présence, au sens où et parfois même, ça leur met une certaine pression, puisque quand ils sont pas là, il y a comme un vide, hein? On sent leur absence. Ce qui m'a vraiment marqué dès que je suis arrivée ici, c'était les accolades. Les gens venaient, puis ils te reçoivent avec un câlin tout de suite, comme si tu faisais partie. Parce que c'est un lieu fait pour être chaleureux. Tu sais, il y a une musique d'ambiance qui joue en tout temps, des tableaux, il y a des musicothérapeutes, il y a des services de massage, il y a plein de choses, plein de soins qui sont offerts aux patients pour que, justement, ça soit un endroit aussi de détente, aussi de plaisir dans le plus possible, pour répondre à des besoins psychologiques, spirituels, et pas juste les besoins de la santé. C'est sûr que la fin de vie ou que ces périodes de maladie grave, c'est des périodes charnières et c'est des moments cruciaux dans le parcours d'une vie. Et c'est sûr qu'ils ont beaucoup de choses à raconter. Et puis, les familles et les patients, en se racontant à quelqu'un, parfois réussissent à mettre en place différentes pièces du casse-tête de leur vie. Et puis, le fait de se raconter, bien, ça les soulage d'une certaine façon. On doit être devant quelqu'un qui a le goût ou pas de parler, qui a le goût ou pas de régler des choses, qui a le goût ou pas de pleurer, qui a le goût ou pas de rire. Nous, on est là dans cet espace-là. C'est notre espace ici, c'est notre rôle dans l'équipe. Le malade, souvent, à ce stade-là de son existence, a laissé tomber beaucoup de masques. On a laissé beaucoup de choses qui n'étaient pas très, très importantes, finalement. Et juste être confronté à quelqu'un qui vit ça, ça éveille quelque chose en nous. Et ce que les bénévoles nous disent souvent, c'est que, mon Dieu, c'est tellement nourrissant d'être ici. On rit beaucoup ici, hein, parce qu'on a toujours l'impression que, bon, parce que c'est en fin de vie. Non, parce qu'il y a moins de masques, parce qu'il y a moins de contraintes sociales, parce que le rire aussi est beaucoup plus accepté socialement que les pleurs, et c'est une décharge d'énergie de toute façon. Donc, c'est qu'on rit beaucoup ici. Avec les patients, avec les familles. Mais bien entendu, il ne faudrait pas généraliser, mais c'est un milieu de vie ici. C'est pas un milieu de mort, parce qu'on ne sait pas ce qu'est la mort, dans le fond. Je dirais que souvent, un sujet qui revient, les personnes ont envie de parler de leur vie, de leur enfance, comment ça a été avec leurs parents, qu'est-ce qui manque. Ça arrive qu'ils soient en colère, ça arrive qu'ils soient pas capables d'en parler. Donc, pour moi, venir ici et offrir une aide, soit par une présence, une écoute, une joke que je raconte, quelque chose que j'offre plus tangible, une collation, et voir que la personne apprécie, puis que ça a pu faire une petite différence dans sa journée, ça me remplit, ça me comble, puis ça me fait du bien. Tu sais, quand tu vas dans une clinique médicale d'urgence, là, et tu sens que le médecin, il a hâte parce qu'il y a une file d'attente, et là, à peine tu commences à dire ce que tu as besoin, puis qu'est-ce que ça te fait mal, et tu as déjà envie de finir ça parce que tu es en malaise. Moi, je me préoccupe beaucoup d'offrir les contraires, d'offrir vraiment le cadeau du temps. Notre travail comme médecin, les moments qu'on passe dans les chambres, c'est somme toute restreint dans la journée d'un patient. Donc, on passe quelques minutes, plusieurs minutes parfois. Mais il reste que bien souvent, il y a des patients qui ont des choses à nous exprimer, des familles qui ont des choses à nous exprimer. Et quand on n'a pas le temps d'accueillir toute cette charge-là, c'est très heureux et c'est très rassurant pour nous comme médecins de savoir qu'on a quelqu'un sur qui s'appuyer et quelqu'un à qui référer ces personnes-là pour qu'ils puissent s'ouvrir puis s'exprimer par rapport à ce qu'ils vivent. C'est pas nous qui sommes à la recherche de bénévoles, c'est des bénévoles qui réussissent à nous trouver. Donc, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Ils nous envoient premièrement une lettre
d'une page qui décrivent leurs attentes, pourquoi ils veulent s'intégrer dans une équipe de soins palliatifs, leur formation particulière. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà une formation dans le domaine de la santé ou de la psychologie qui veulent s'impliquer à titre libre, devenir bénévoles vraiment. Alors, suite à ça, nous, on a un recrutement par année. C'est-à-dire qu'on recrute durant une année, on reçoit, c'est-à-dire toutes les lettres de gens qui veulent se joindre à notre équipe. À la fin de l'été, on les convoque. Enfin, ceux qu'on a pu, ceux qui ont été acceptés, parce qu'il y a déjà des gens, c'est qu'on perçoit dans leurs lettres souvent qu'il y a des attentes qui sont irréalistes et qui sont pas celles que nous recherchons. Donc, on les convoque, la travailleuse sociale et moi, pour une entrevue qui dure 1 heure à peu près. Donc, pour mieux connaître qui ils sont, pourquoi exactement, genre de personnalité aussi, parce qu'il y a des gens extraordinaires, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour ici. Ils seraient sans doute des bénévoles excellents ailleurs, faire d'autres choses, mais ici, bon, c'est qu'on cherche des gens très particuliers. Alors, suite à la première entrevue, si ça convient aux 2 parties, il y a un stage de 2 jours qui se donne ici sur les aspects théoriques de l'accompagnement. Donc, après ces 2 jours de stage-là, commencent les 2 mois de stage. Ces 2 mois de stage pratiques, où les nouveaux bénévoles sont jumelés à des équipes de bénévoles expérimentés sur le terrain, dans l'unité même. On les forme professionnellement, puis on s'attend aussi à ce qu'ils puissent travailler ici professionnellement. Parlant d'un moment difficile, il y a quelque chose qui monte. C'était un père de famille qui avait plusieurs enfants, puis était quand même jeune, 50aine. Et c'était très soudain, la nouvelle de sa maladie. Et ça est venu ici, peut-être ça a pris 2 semaines. Avant, on ne savait pas qu'il était malade. Fait que quand il est mort, la famille est embarquée dans un cri collectif. C'était comme une espèce de chant pour témoigner le deuil. C'était la façon de leur culture d'exprimer justement ce qui était en train de se passer. Fait que c'était quelque chose que j'avais jamais vraiment témoigné personnellement, et plusieurs personnes ici non plus, mais c'était très fort. On entendait ça au travers les chambres, au travers les corridors, et juste d'entendre ces cris d'angoisse, de douleur, de peine, de perte, j'étais complètement touchée. Fait que je suis entrée ici dans cette salle, puis j'ai pris Sylvie, ma collègue, ici dans mes bras, puis j'ai pleuré comme ça dans ses bras pour dégager cette émotion qui est venue complètement de façon inattendue. Je trouve que l'unité de soins palliatifs, c'est l'unité la plus vivante de l'hôpital. Bien que ça puisse paraître étrange, mais souvent, c'est ça que j'explique aux patients. Parce que les gens ont peur en venant ici parfois qu'ils seront laissés pour compte, qu'on va les laisser dans une chambre sans s'occuper d'eux parce qu'ils sont en train de mourir. Donc, les gens ont peur d'être abandonnés. Et puis en leur expliquant qu'au contraire, quand ils vont arriver ici, il y a un bénévole qui va les accueillir, qui va leur faire visiter l'unité, qui va leur montrer comment le téléviseur marche, qui vont leur montrer les films qu'il y a de disponibles, qui vont les coiffer le mardi matin pour qu'ils soient beaux pour recevoir leur visite. Donc, tout ça, à notre sens, c'est la vie là, dont il est question. J'entends les familles qui nous disent à quel point notre présence, et je parle de notre présence pas seulement de bénévoles, mais d'équipes, change complètement la donne. Où c'était un événement tragique, et ça reste toujours un événement tragique, mais tout à coup, on a vécu ça différemment, dans une atmosphère qui était tellement plus respectueuse, tellement plus digne, pour utiliser un mot que j'aime pas tellement. Mais ça, finalement, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Hein? Puis lorsque les gens passent par ici, habituellement, c'est toujours dramatique, mais ils gardent habituellement un souvenir qui est tendre. Le bénévolat fait du bien, brise l'isolement, rend service, construit des ponts et des amitiés, partage les passions et donne espoir. La satisfaction et le bonheur que génère le bénévolat apportent non seulement à la personne qui reçoit, mais autant sinon plus à la personne qui donne. Et tout comme un sourire, ça ne coûte rien. Votre communauté a besoin de vous. Qu'attendez-vous pour vous impliquer?
Les bénévoles, habituellement, disent toujours qu'ils retirent plus que ce qu'ils donnent. Ça, c'est comme un cliché. Tous les bénévoles de tous les endroits disent à peu près la même chose, mais c'est vrai. L'idée de la mort, ça me fait pas peur. Comme dans l'absolu, là.